Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce qu'est être actionnaire AXA. Et donc pour ça, je vais vous présenter trois choses. D'abord, qui on est et quelles sont les ambitions qu'on a dans notre plan 2024-2026 Unlock the Future. Puisqu'on est à mi-chemin du plan, quelle est notre performance financière à cette date? Et puis, parce qu'évidemment, notre objectif est de donner des retours à nos actionnaires bien au-delà de 2026, quelles sont les perspectives qu'on a après notre plan? Donc la première chose pour bien comprendre les ambitions de notre plan, c'est de savoir d'où on part et de savoir quelle est la forme du groupe, notamment depuis que Thomas Buberl, qui a pris les rênes d'AXA il y a un peu moins de 10 ans, a profondément transformé le groupe et lui a donné trois caractéristiques très importantes sur lesquelles on fonde notre plan. La première caractéristique, c'est qu'on est un groupe très diversifié et focalisé sur les métiers de l'assurance avec des risques financiers plus que avec des risques techniques plus que financiers, pardon. C'est une grande transformation du groupe qui a été opérée ces dernières années. Et on intervient dans de nombreuses géographies, avec aucun pays qui représente plus de 20% de notre activité, et dans toutes les lignes de business, avec 60% de notre résultat en assurance dommage, 40% en assurance vie et santé, et au sein de ces lignes d'activité, avec à peu près la moitié de notre activité qui est liée à l'assurance des entreprises et une autre moitié liée à l'assurance des particuliers. Et la dernière caractéristique du groupe sur laquelle on fonde notre stratégie, c'est notre taille critique. Depuis une dizaine d'années, nous sommes sortis d'une grosse vingtaine de pays de façon à ne rester que sur les lignes d'activité et les pays dans lesquels on a la taille critique pour être compétitif et pour investir de façon à bâtir la croissance de demain. Et donc, on est leader mondial des lignes commerciales avec AXA XL. Hors États-Unis, on est le premier assureur en prévoyance collective, donc en contrat des entreprises. En Europe, on est dans tous nos pays dans le top 3 ou le top 5 des grands assureurs multirisques. Et on est très présent, de gros acteurs, en prévoyance et en santé, au Japon et à Hong Kong. Et donc, ces trois caractéristiques, elles nous permettent de donner un retour sur investissement, de générer du cash et d'avoir un résultat prévisible, puisque lorsque on a une activité ou un pays qui fait face à des difficultés conjoncturelles, les autres peuvent compenser. Et donc, c'est sur cette base qu'on a défini les trois leviers de notre plan stratégique. Puisque nous sommes très satisfaits de notre position actuelle, l'objectif est de croître de manière organique. L'idée n'est pas de faire appel à des opérations de M&A qui sont souvent coûteuses et risquées d'un point de vue opérationnel pour atteindre nos objectifs, mais vraiment de nous baser sur nos propres forces et de croître notre chiffre d'affaires par l'expansion de notre réseau de distribution, par le ciblage d'activités nouvelles, type les risques sur la transition énergétique, type des risques sur le cyber, et donc de croître par nous-mêmes. Le deuxième point, c'est d'utiliser notre taille critique pour renforcer notre excellence technique, donc en déployant à grande échelle les outils qui ont pu faire leurs preuves en termes de tarification, de gestion des sinistres, de souscription, de manière à être l'un des assureurs les plus performants en termes de performance technique et de résultats techniques. Et le dernier point, c'est de renforcer notre excellence opérationnelle en investissant dans les outils, les centres de services partagés, la technologie, en préparant la mise en place de l'intelligence artificielle pour que nos opérations soient efficaces et donc de faire baisser le coût de gestion unitaire de nos contrats et donc d'être plus profitables.
Un autre point important pour nous dans notre plan stratégique, c'est de conserver l'impact positif fort qu'on a sur la société. Et pour ça, on a 3 axes principaux. L'assurance inclusive. L'assurance inclusive, elle a pour but de permettre à des populations plus fragiles qui ont besoin d'assurance, mais qui ne peuvent pas toujours se permettre d'avoir des contrats d'assurance, de s'assurer. Donc ce sont des contrats adaptés à leurs besoins, de façon à avoir un coût de l'assurance un peu plus faible. Et pour ça, on a des objectifs assez forts de croissance du nombre de clients bénéficiant de l'assurance inclusive. Le deuxième pilier, c'est la transition climatique, à la fois par la refonte de nos portefeuilles d'investissement de façon à investir dans des compagnies qui contribuent à la transition énergétique, et puis par notre métier d'assureur via la souscription de risques liés à la transition climatique ou la gestion des sinistres. Et enfin, le dernier point, c'est ce que font nos collaborateurs via AXA à tout cœur, qui avait été fondé par Claude Bébéard, notre fondateur, qui permet aux salariés de participer à des actions de bénévolat. Et on veut encourager cette pratique dans le cadre de notre plan. Voilà pour les leviers. Évidemment, ces leviers, ils sont au service de la performance financière et du retour sur investissement pour l'actionnaire. Et donc, partant d'une société qui était solide, mais avec des objectifs clairs de développement, on a pu revoir nos objectifs financiers à la hausse, assez significativement par rapport à notre plan précédent, notamment en augmentant le résultat opérationnel par action. On a un objectif de croissance de 6 à 8% par an entre 2023 et 2026. Le tout avec un déploiement très discipliné de notre capital, de façon à être sûr que l'investissement offre bien un retour important, donc avec un objectif de rentabilité sur fonds propres de 14 à 16%, là encore en hausse assez significative par rapport à l'année dernière. Et enfin, on se donne pour objectif de transformer cette croissance et ces résultats en cash, par des objectifs de remontée de trésorerie en hausse de 30% par rapport au plan précédent, avec un objectif de remontée de 21 milliards sur l'ensemble du plan. Et ce, pour pouvoir offrir un retour en numéraire élevé à nos actionnaires, puisqu'on prévoit de redistribuer 75% de notre résultat par action chaque année, 60% en dividendes, 15% en rachat d'actions, en ayant mis un plancher sur nos montants de dividendes correspondant aux dividendes de l'année d'avant. Voilà pour les objectifs. Aujourd'hui, on est à mi-chemin de ce plan et donc je voudrais vous présenter là où on en est dans la mise en œuvre du plan. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une exécution rigoureuse et qui fonctionne bien de notre plan, puisqu'on a bien une croissance organique. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 8% en 2024, de 7% sur le premier semestre 2025, et le tout sans aucune acquisition significative, c'est-à-dire réellement par nos propres forces, sur la base d'une croissance organique, comme nous l'avons annoncé dans le plan. Cette croissance, elle se convertit en résultat, puisque nous avons là aussi un résultat opérationnel par action qui est en hausse de 8%, que ce soit en 2024 ou lors du premier semestre 2025, ce qui correspond au haut de la fourchette de nos objectifs. Et donc ça, c'est très satisfaisant de voir que dès le début du plan, on est dans la partie haute de nos objectifs financiers. Le tout avec une rentabilité sur fonds propres parfaitement dans nos fourchettes d'objectifs et un ratio de solvabilité qui est plus de 2 fois le minimum réglementaire, donc très élevé, et ce qui nous permet de ne pas avoir de contraintes majeures de ce côté-là en termes de distribution de dividendes ou de share buyback. Et c'est pourquoi en 2024, on a parfaitement pu respecter nos engagements en termes de redistribution, puisqu'on a redistribué 75% du résultat par action, avec une hausse
de 9% du dividende par rapport à l'année précédente et un programme de rachat d'1,2 milliard d'euros qui a été exécuté lors du premier semestre 2025. Donc ces chiffres qui correspondent à nos objectifs nous permettent de dire que pour le moment, nous sommes très bien partis pour atteindre les objectifs de notre plan Unlock the Future. Si on regarde un peu plus en détail nos résultats 2025, on s'aperçoit qu'on a une croissance du résultat qui est très bien équilibrée entre les différentes branches d'activité, puisque le résultat opérationnel de l'assurance dommage a augmenté de 7%, et ça c'est parfaitement tiré par les activités à la fois d'assurance des particuliers, dans lesquels on bénéficie d'un environnement tarifaire assez favorable, avec des tarifs en assurance qui augmentent un peu plus vite que l'inflation, et une capacité à faire croître notre base de clients, puisque, par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, on a acquis plus d'1 million de contrats nets positifs. Mais également en assurance des PME et des petites entreprises en Europe, où on a également une croissance de l'ordre de 4% sur les 9 premiers mois 2025, avec notamment des hausses tarifaires qui nous permettent d'accroître nos marges. Et enfin, en assurance des grandes entreprises, chez AXA XL, on a une profitabilité qui est très élevée. AXA XL a un résultat d'un peu plus d'1,8 milliard d'euros par an. Et malgré un retournement de cycle, on arrive à maintenir ce résultat et on pense le maintenir pendant toute la durée du plan. On a également une croissance en vie et santé. La santé est à plus 15%. Et là, on note, on avait une activité en Angleterre qu'il fallait restructurer de manière à lui rendre la profitabilité qu'elle avait eue par le passé. Donc dans ces 15%, il y a évidemment le redressement de la santé en Angleterre, mais il y a également les bénéfices de notre stratégie qui vise à nous spécialiser davantage en santé et donc à adopter les méthodes que peuvent avoir certains de nos concurrents spécialistes de la santé en matière de tarification, de souscription, de parcours de soins. Et on observe une amélioration de la profitabilité un peu partout dans le groupe en santé. En assurance vie, peut-être là qu'on pourra faire encore un peu mieux à l'avenir, on est en hausse de 3%, mais l'aspect très positif, c'est qu'on note une hausse significative de la collecte nette. Cette hausse significative de la collecte nette, elle met évidemment du temps à se traduire en résultats, parce que si on est business qui ont une duration très longue, d'environ une dizaine d'années. Donc on a une croissance de résultats un peu plus modeste, mais cette dynamique positive doit nous permettre de continuer à croître dans le futur. Et donc, cette performance financière, elle se traduit par un retour à l'actionnaire assez élevé, au-delà des principaux indices. Donc sur 5 ans, le retour sur l'actionnaire est de 107%. Et on s'aperçoit qu'on est largement au-delà du stock insurance qui correspond à la performance des assureurs européens ou des principaux indices. Donc nos actionnaires ont retrouvé une rentabilité élevée. Mais l'un des points importants pour nous, c'est évidemment de ne pas s'arrêter en 2026 et de continuer à croître, de continuer à afficher cette performance financière au-delà de 2026. Et donc je voudrais partager avec vous un peu les perspectives qu'on a au-delà du plan pour continuer à croître et continuer à apporter de la valeur à nos actionnaires. Le premier point, c'est qu'on ne va pas changer. On reste un groupe équilibré, diversifié, et notre organisation actuelle nous convient. Et donc, l'objectif sera de continuer à croître par nos propres forces, en accélérant cette croissance, en accélérant notre profitabilité, mais pas en nous lançant dans des opérations de M&A très significatives qui sont souvent coûteuses et risquées d'un point de vue opérationnel. Donc, l'un des points fondamentaux, c'est qu'on sera donc très discipliné
dans le déploiement de notre capital. Et là, on a 2 opérations récentes qui en témoignent. La première, c'est la vente d'AXA IM, qui nous permet de nous reconcentrer sur les activités d'assurance et qui s'est traduite, en fait, on a rendu l'argent payé par BNP à AXA à nos actionnaires via un plan de rachat d'actions de 3,8 milliards d'euros qui est en cours, qui à fin octobre était effectué à près de 60%, mais donc c'est de l'argent courant à nos actionnaires. L'autre exemple, c'est l'acquisition de Prima, qui montre en fait notre stratégie de M&A, qui illustre très bien notre stratégie de M&A. Prima, c'est le leader de l'assurance directe en Italie. Et ce type d'acquisition, c'est une acquisition qui n'est pas excessivement coûteuse, de l'ordre de 500 millions d'euros, mais qui nous permet d'accroître notre taille critique sur un marché important et d'acquérir des compétences qu'on n'a pas, notamment en assurance directe. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un déploiement discipliné de notre capital et c'est ce qu'on veut faire par la suite dans le plan. Et puis, il y a quelques leviers aussi qu'on va mettre en œuvre, puisque nos entités aujourd'hui travaillent sur l'exécution du plan, mais on prépare également les initiatives futures. Ça va être de redynamiser la vie, on en a un peu parlé. On peut faire mieux en vie. On a observé une amélioration nette de notre collecte. Et dans le prochain plan, l'un des objectifs, ce sera de transformer cette collecte en résultat et en cash pour l'actionnaire. En santé, on a bien redressé nos activités, on s'améliore, mais on peut encore faire mieux. Aujourd'hui, on a des ratios combinés de l'ordre de 97-98%, là où des spécialistes peuvent avoir 95%. Et donc ça veut dire que si on les suit, on peut quasiment doubler nos marges. Donc là encore, en développant des compétences de spécialistes de la santé, notamment en gérant l'écosystème médical qui permet à la fois de donner un accès aux soins à nos clients, mais aussi pour nous de maîtriser les coûts et de rendre l'assurance santé abordable pour nos clients, on pense pouvoir aller plus loin. Il y a bien évidemment l'extension et la diversification de nos réseaux de distribution. Donc on continuera à investir dans nos réseaux d'agents qui sont notre force principale, mais aussi on développe des partenariats, par exemple avec Correos en Espagne, la Poste espagnole, ce qui nous permet d'atteindre des clients dans des zones rurales en Espagne où il n'y a pas d'agence, ni AXA, ni de concurrents, et donc d'atteindre de nouveaux clients et de proposer des solutions d'assurance à de nouveaux clients. Ou bien évidemment, comme on l'a vu, il y a également le direct, puisque le direct, on a acheté Prima, c'est un mode de distribution qui est très complémentaire par rapport à ce qu'on fait habituellement et qui est en croissance aujourd'hui, puisqu'on a de plus en plus de clients très habitués aux outils digitaux et très sensibles au prix. Donc on veut miser sur le direct pour croître davantage en assurance dommage. Et puis les 2 derniers points, c'est la rétention de nos clients. Nos clients, ce sont nos principaux actifs et les garder plus longtemps, c'est à la fois ça améliore notre rentabilité et donc pour ça, il faut qu'on soit capable de leur offrir des offres qui sont davantage sur mesure, qui correspondent exactement à leurs besoins et améliorer l'expérience client. Et pour faire ça, les nouveaux outils type intelligence artificielle devraient beaucoup nous aider, puisqu'elles nous permettront de mieux connaître nos clients et donc de mieux adresser leurs besoins à l'avenir et donc de les garder plus longtemps. Et enfin, le tout dernier point, c'est la transformation de notre cœur de métier par nos investissements dans la donnée, dans l'intelligence artificielle, de manière à optimiser nos processus, notamment autour de 4 piliers, qui sont la relation client, la souscription, et la gestion de sinistres et le développement des logiciels informatiques. Voilà ce qu'on prévoit de faire pour la suite, avec pour objectif clair de continuer à croître et de continuer à offrir à nos actionnaires un retour sur investissement très élevé. Voilà. Si vous avez des questions, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire un Q&A, mais en revanche, on est au stand D16, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur cette présentation. Merci beaucoup.